Professeur Ousmane Sène, bonjour. Bonjour. Directeur du Centre Ouest Africain de Recherche, vous êtes enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste de la civilisation et de la littérature américaine. Donc vous connaissez un peu les États-Unis où a lieu en ce moment la campagne présidentielle. Donc c'est à ce titre-là que vous êtes notre invité. Première question, Ousmane Sène, est-ce que le troisième débat a complètement plombé la campagne du candidat républicain? En tout cas, c'est dans la suite logique de ce qu'on a vu avec un candidat que l'on pourrait qualifier d'atypique, comme Donald Trump. Il n'a pas, je crois que les sondages qui ont été faits à l'issue de ce troisième débat créditent Hillary Clinton avec 52% d'Américains qui lui seraient favorables et qui ont accepté, apprécié son discours, tandis que Donald Trump a été crédité de 39%. Évidemment, vous savez ce qu'il pense des journalistes, vous savez ce qu'il pense de la presse américaine. Il dit que bon, ils sont contre lui, que de toute façon, voilà, donc ils sont en train de travailler pour Hillary Clinton. Bon, mais ça fait partie du discours de Donald Trump. On peut dire quand même que les débats, et il y en a 3, peuvent constituer un baromètre par rapport à l'orientation de la campagne présidentielle aux États-Unis. D'habitude, on pense que le candidat qui parvient à remporter surtout le dernier débat a toutes les chances pour être élu président de la République. C'est le cas de Hillary? Oui, c'est le cas de Hillary qui a remporté pratiquement tous les 3 débats. Bon, il y a eu des exceptions. Il faut se rappeler que le premier débat de Barack Obama n'a pas été un succès. Il s'est rattrapé par la suite. Il y a d'autres, Michael Dukakis, d'autres candidats qui n'ont pas eu la main heureuse au niveau de certains de ces débats-là, mais qui, Michael Dukakis n'a jamais été élu, il a perdu, mais qui s'en sont sortis quand même. Donc, c'est des sondages, c'est des projections, c'est des résultats que l'on projette en fonction d'une certaine tendance qui s'est vérifiée dans l'histoire, mais les élections sont les élections, on ne sait jamais, c'est comme un match de football. Ousmane Sène, que pensez-vous de l'attitude de Donald Trump lors du deuxième débat, lorsque, attaqué de toutes parts sur ses propos obscènes, il dit, écoutez, moi je ne suis pas fier de ce que j'ai dit, ce sont des propos de vestiaire entre hommes, d'ailleurs moi ce ne sont que des paroles. Si vous voyez Bill, il passe aux actes, il a violé une femme de 12 ans. Finalement, est-ce que cette stratégie, elle a été payante pour lui? Parce que les jours qui ont suivi, on s'est rendu compte que ce ne sont pas que des paroles, mais ce sont des paroles et des actes, notamment avec l'accusation d'au moins 9 femmes qui disent que Donald Trump les a embrassées de manière forcée ou les a harcelées sexuellement. Oui, il faudrait quand même que je fasse une remarque. Je crois que c'est sur la scène politique que véritablement les secrets d'alcôve des hommes et des femmes surgissent. Parce qu'il faut qu'on soit humble. Je ne suis pas certain que vous et moi, si on creusait dans notre histoire, que l'on ne trouve pas des choses à nous reprocher. De ce point de vue, je regrette que, aussi bien ici en Afrique qu'aux États-Unis, les campagnes électorales soient le lieu de déballage sur la vie privée des gens. Nous sommes tous des hommes et des femmes avec notre dimension de faillibilité et notre dimension d'impuissance et notre dimension, si vous voulez, charnelle. Ce qui fait que dans notre vie, il y a peut-être des choses que l'on cache. Ce n'est pas très heureux qu'on puisse déballer ça et qu'on puisse justement se faire une idée du bon ou du mauvais candidat sur cette base-là. Mais comme ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu, on en parle. Je crois que Donald Trump, ce qui le caractérise, c'est qu'il a été maladroit sur beaucoup de sujets. Ces points de vue vont à l'opposé des points de vue qui sont acceptés dans l'ensemble par la majorité des Américains, même s'il dit des choses dont les gens parlent, mais en murmurant. Je crois que ça n'a pas été heureux ce qu'il a dit par rapport à tout cela, et le fait qu'aussi il ait eu ces propos-là par rapport aux femmes, dans un pays où véritablement la femme est considérée comme l'égale de l'homme, et la femme devient un enjeu extrêmement important. Je crois que ça a été malheureux de sa part là, et ça peut bien lui coûter.
beaucoup de voix, des millions et des millions de voix, surtout du côté des électeurs femmes. Je crois que ces bourdes-là, il n'a fait qu'en produire depuis le début jusqu'au dernier débat. Et il nous reste quand même 19 jours. Pendant les 19 jours à venir, il y aura certainement encore des bourdes qui viendront de Donald Trump. Même si il commet ces bourdes pour revenir et dire je m'excuse, je ne pensais pas ça, parce qu'il a dit il se pourrait que je ne reconnaisse pas le résultat des élections si ce n'est pas moi qui gagne. Si je gagne, je reconnais le résultat des élections, mais si je ne gagne pas, bon, voilà, je vous laisse dans le suspense, je ne sais pas ce que je vais faire. Et bon, hier soir, il est revenu là-dessus pour dire qu'il va quand même reconnaître les résultats. Indépendamment de ces questions de vie privée, est-ce que Donald Trump quand même faisait un candidat sérieux? Il est devenu un candidat sérieux puisque de toute façon, maintenant, c'est le sparring partner de Hillary Clinton. Qu'on le veuille ou non, il l'est. Au départ, les gens n'y croyaient pas et petit à petit, progressivement, à mesure qu'on progressait, il avait la haute main sur l'électorat républicain et tous ces candidats à la candidature qui avaient pignon sur rue, ils étaient sénateurs, ils étaient gouverneurs, et qui faisaient partie du landerneau ou de la nomenclatura républicaine, tous ces gens-là ont été balayés par Donald Trump. On ne peut pas lui refuser ça. Mais est-ce que c'est un candidat orthodoxe si on voit l'histoire du Parti républicain? Non, parce qu'il a pratiquement forcé la porte. Ce n'est pas lui qui a été choisi par, si vous voulez, le Parti républicain et les décideurs du Parti républicain. Il s'est imposé de par sa popularité. Et les gens ont été obligés d'accepter ça à contre-cœur, et que récemment même, Ryan, qui est quand même le représentant ou le patron du Parti républicain, a dit je ne vais pas quand même soutenir Donald Trump par rapport à toutes ces choses qu'il dit. Il n'a qu'à prendre la responsabilité de son discours. Donc c'est une situation embarrassante au sein du Parti républicain, et bon, ça aussi, ça peut porter préjudice à Donald Trump le 8 novembre. On ne peut donc pas reprocher au Parti républicain d'avoir fait un mauvais casting et de positionner un mauvais candidat. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Finalement, ce n'est même pas le Parti républicain qui l'a positionné. Il s'est positionné, il s'est imposé de lui-même, et ils ont été obligés de l'accepter. Parce qu'à un moment, il a dit ceci. Si je reçois l'endorsement, c'est-à-dire que si ma candidature est bénie par le Parti républicain, tant mieux. S'ils ne bénissent pas ma candidature, je serai quand même candidat. Donc ils étaient devant la quadrature du cercle. Il fallait fermer les yeux et accepter que Donald Trump va représenter le Parti républicain. Mais si les décideurs au niveau du Parti républicain, souverainement, avaient à prendre une décision par rapport à quel candidat choisir, ils n'allaient peut-être pas choisir Donald Trump. Alors, est-ce que son discours à l'endroit des Noirs américains est sérieux? Est-ce qu'il est convaincant? Est-ce que lui-même y croit? Non, il ne parvient pas à convaincre. Il ne parvient pas à convaincre. Je crois que si vous parlez des minorités, que ce soit les Noirs, que ce soit les Hispaniques, je crois que c'est Hillary qui a le plus de chances d'avoir leur vote. D'abord, sur la base d'une certaine histoire qui veut que les Hispaniques et les Noirs votent d'habitude démocrate. Bon, la situation actuelle avec le comportement de Donald Trump et son discours fait que je crois que Hillary a plus de chances, encore plus de chances de l'emporter d'une belle coudée chez les Hispaniques et chez les Noirs. Je crois que le discours, ce n'est pas un discours agressif nécessairement et exclusivement contre les Noirs, mais dans son discours, même s'il ne s'adresse pas à eux ou aux Hispaniques, il y a des commentaires et il y a des observations qu'il fait qui ne sont pas de nature à leur plaire. Ce qu'il dit sur le Mexique, la manière dont il caractérise les Mexicains, qu'il appelle de violeurs, ça quand même c'est un peu trop, et le mur qu'il envisage de construire, tout cela n'est pas de nature à quand même faire plaisir aux Hispaniques. Sur d'autres sujets et d'autres thèmes, il a aussi un discours qui n'est pas de nature à plaire. Même nous les musulmans, nous ne nous retrouvons pas dans son discours, puisqu'il dit que s'il est élu, avant qu'un musulman entre aux États-Unis, il va falloir qu'il vérifie s'il est un ami des Américains ou non. Moi, souvent, je me dis, au fond, si on demandait à Donald Trump de nous donner le profil type du musulman, est-ce qu'il penserait nécessairement au fait que l'Afrique a
une forte population d'Africains, je crois qu'il penserait à des Arabes peut-être. Et malheureusement, c'est aussi le côté de Donald Trump qui n'a pas une forte culture en relations internationales et en géographie internationale. Je crois qu'il ne connaît pas très bien la géopolitique internationale et à certaines réalités peut-être qu'il lui échappe. Alors vous disiez tantôt que les Noirs américains ont tendance à voter démocrate. Je pense qu'en Afrique aussi, on a une certaine sympathie pour le Parti démocrate. Comment vous expliquez cela? Oui, non, c'est parce que le Parti démocrate a été représenté par des gens qui quand même sont, si vous voulez, des icônes et représentent bien l'Amérique. Vous commencez par John Fitzgerald Kennedy, le charisme de John Fitzgerald Kennedy et voilà, le corps de la paix et tant d'initiatives prises par John Kennedy, si vous voulez, dans les années 60, font que véritablement John Kennedy, c'est le président des Américains, mais c'est aussi quelqu'un qui est admiré par les Africains. Après John Kennedy, prenez Bill Clinton quand même. Bill Clinton, dont d'ailleurs certains Américains disaient que il a la peau blanche, mais il est absolument noir. Il a une culture du Sud. L'Arkansas, c'est le Sud. Et la musique noire américaine, ça fait partie quand même des choses que Bill Clinton apprécie. Il y a évidemment Barack Obama. Tout ça, c'est des candidats démocrates. Et les démocrates, si vous voulez, ont une idéologie politique peut-être qui est de nature à nous être avantageuse. Mais attention, les observateurs ont remarqué une chose. Autant les Africains ont tendance à avoir de la sympathie plus pour les démocrates que pour les républicains. Et ça, c'est un paradoxe. Oui, mais ça tient aussi à la politique américaine. Les républicains insistent beaucoup plus sur une présence qui traduise la puissance américaine. Si vous voulez faire ça, vous devez investir, vous devez sortir les sous. Tandis que les démocrates, voyez Barack Obama, il n'a pas fait de coup d'éclat par rapport à beaucoup d'incidents qui sont passés un peu partout dans le monde. Son attitude n'a pas été l'attitude de Bush. Va-t-en guerre? Non, il a préféré peut-être des solutions qui n'ont pas donné des résultats spectaculaires, mais on voit un peu l'idéologie dans tout ça. Hillary Clinton, elle a la maîtrise des grands dossiers, son discours est cohérent. Et dans le dernier débat, par exemple, sur la politique étrangère, l'économie, la sécurité, elle a convaincu. Mais quand même, elle a aussi ses cafards. Ouais. Par exemple, on parle de ses mails, 33 000 mails qui auraient été supprimés. C'était d'ailleurs l'angle d'attaque de Donald Trump. Oui, elle traite des casseroles. Enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, tout homme ou toute femme qui voudrait se faire président quelque part aura nécessairement à entendre parler des casseroles que cette personne-là traîne, parce qu'il n'y a personne qui soit à 100% pur. Il faut qu'on reconnaisse ça. Mais au-delà de ces considérations philosophiques, disons qu'effectivement, Hillary Clinton a pour le moment deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est par rapport à Wikileaks et tous ces emails que l'on dévoile, l'accusation portée contre elle en tant que secrétaire d'État. Elle aurait dû utiliser les canaux officiels pour communiquer. Elle a préféré avoir utilisé son serveur privé. Alors ça, par rapport aux questions de défense et de sécurité aux États-Unis, ça pose un problème. Bon, mais je ne sais pas si ça va lui porter préjudice, autant préjudice que Donald Trump l'aurait souhaité. L'autre problème, pour ceux qui sont plus à gauche, ce sont ses accointances avec Wall Street, c'est-à-dire le monde des affaires. On lui reproche d'être très proche du monde des affaires et peut-être que quand il est élu, de ne pas se montrer aussi démocrate que ça, c'est-à-dire de ne pas se montrer aussi anti-establishment, aussi anti-millionnaire et de travailler pour les pauvres. Bon, ça c'est deux questions qui peuvent peut-être lui porter préjudice, mais si Donald Trump ne réussit pas dans les 18 ou 19 jours qui viennent à faire quelque chose de spectaculaire qui puisse lui faire remonter la pente, je ne suis pas sûr que ces choses-là, ces éléments-là, puissent absolument compromettre les chances de Hillary Clinton qui tous les jours se confirment. Et on lui reproche également ses donateurs, les donateurs de la fondation Bill Clinton, que sont le Qatar ou l'Arabie Saoudite, qui sont des pays où les droits des femmes ne sont pas respectés. La femme n'est pas l'égale de l'homme. Oui, c'est ça. Vous voyez,
En matière de politique internationale, il y a un peu d'hypocrisie, il faut le reconnaître. Autant on parle des droits de la femme, autant on parle de la démocratie, mais avez-vous jamais entendu un seul pays occidental porter une critique ouverte sur l'Arabie Saoudite? En matière de démocratie, en matière de défense des droits de l'homme, ces pays arabes-là ne sont pas les porte-étendards. On peut s'arc-bouter sur des pays comme les pays africains. Absolument. Et à peu près leur forcer la main pour faire ceci, faire cela. Rappelez-vous le discours de Barack Obama ici au Sénégal par rapport à l'homosexualité. Et rappelez-vous la réponse courageuse et indépendante du président Sall. Mais je ne vois pas Barack Obama aller en Arabie Saoudite et parler d'homosexualité. C'est impensable. Et pourtant, la question c'est, l'Amérique porte-étendard des droits de l'homme à l'intérieur des États-Unis et dans le reste du monde. On peut en parler au Sénégal, mais je regrette, je suis désolé, ils ne penseront pas à aller en parler en Arabie Saoudite. C'est inimaginable. C'est le business qui compte, ce sont les affaires. Oui, mais oui, c'est ça. Bon, si vous voulez, l'argent n'a pas d'odeur, mais bon, la puissance économique des partenaires fait que très souvent, on préfère privilégier les relations économiques et mettre sous la table certaines considérations liées aux droits de l'homme parce que, peut-être les conditions n'y sont pas. Alors, l'Afrique, c'est un continent qui intéresse de plus en plus les grandes puissances, les pays émergents y compris. Mais dans cette campagne américaine, on n'a pas entendu parler des relations entre les États-Unis et l'Afrique. On parle des États-Unis du Moyen-Orient, des États-Unis de la Russie. Oui, parce que l'Afrique n'a jamais été un grand dossier dans les grands débats des politiciens ou des hommes politiques des pays occidentaux. À la limite... Malgré ses ressources naturelles, ses ressources oui, mais justement, je crois que peut-être que quand ils se rendront compte que l'Afrique regorge de ressources naturelles qu'on va devoir penser à exploiter dans les années à venir, je crois que ils commenceront peut-être à essayer de rattraper le retard qu'ils ont accusé par rapport à la Chine. Parce que c'est ça aussi. La Chine est consciente de ce qu'elle peut tirer en Afrique et elle est en train d'investir lourdement. Vous ne voyez pas l'augmentation des investissements américains, en tout cas quand on parle des hommes d'affaires américains. Le réveil pourrait peut-être être brutal si les choses ne sont pas changées. Mais notez que la plupart du temps, quand ils parlent de l'Afrique, c'est pour évoquer le ventre mou de la lutte contre le terrorisme et la nécessité d'avoir des partenariats en Afrique pour contrer le terrorisme. Parce que c'est et pour protéger leurs intérêts, s'ils en ont. Les intérêts américains en Afrique ne sont pas aussi considérables. Ils en ont certainement peut-être dans un pays comme l'Afrique du Sud. Ils devraient en avoir dans un pays comme le Kenya. Mais si vous considérez le Sénégal, vraiment les intérêts économiques, à part Coca-Cola, ce n'est pas aussi important que ça. Sur le plan diplomatique quand même. Mais sur le plan diplomatique et sur le plan sécuritaire, l'Afrique représente quelque chose de très important. Et par rapport à ça, je crois que les marines américains sont souvent présents ici, en particulier au Sénégal, pour quand même renforcer cette coopération. Et d'ailleurs, vous avez entendu parler il y a quelques mois du fait que le Sénégal allait ouvrir son territoire à des soldats américains qui pourraient s'y installer pour pouvoir intervenir plus rapidement en cas d'attaque terroriste sur le territoire sénégalais. Ousmane Sène, lors du deuxième débat, Donald Trump disait à Hillary que les gens de ce pays sont furieux, ceux qui travaillent au FBI sont furieux parce que vous avez supprimé des milliers de mails. Si je suis élu, dit Trump, je vais nommer un procureur spécial qui va se pencher sur votre cas. Et vous envoyer en prison. Voilà, un candidat qui se met un peu dans la peau du juge, c'est plutôt quelque part un discours qu'on entendrait dans quelques pays d'Afrique ou même aux Philippines. C'est un peu surprenant. Cela nous conforte. Cela nous conforte. Cela devrait nous conforter. Pourquoi? Nous sommes tous des hommes. Vous pouvez avoir une situation où vous avez devant vous un politicien très policé, un politicien qui a appris à nous donner la langue de bois, un politicien qui évite d'être vulgaire, mais ici vous avez quelqu'un qui refuse d'être le politicien type et qui est capable de sortir de sa bouche quelque chose qui va nous pousser à écarquiller les yeux. Envoyer Hillary Clinton en prison, je crois que c'est les mots les plus
acceptables qu'il a prononcées par rapport à Hillary Clinton. Il l'a traité de crooked Hillary, que Hillary est tordue. Il l'a traité de liar, vous êtes une menteuse. Voilà, plusieurs fois, il a dit qu'elle est menteuse. Oui, crooked Hillary, liar, bon, ça c'est des insultes quand même. Donc qu'ils lui disent que je vais vous emprisonner, c'est rien par rapport aux gros mots qu'il a utilisés avant, par rapport à Hillary et par rapport à tous les autres qui ne sont pas avec lui. C'est le style Donald Trump. Acceptons-le lui, bon, ça va peut-être lui porter préjudice, mais on aura vu dans une campagne américaine des développements qui ressemblent à ce qu'on voit de temps en temps dans nos pays, comme quoi, bon, voilà, nous sommes tous des hommes et de temps en temps, on peut avoir des attitudes qui nous rassemblent en bien ou qui nous rassemblent en mal. C'est pas une mauvaise chose. Ou peut-être on dira que la démocratie, elle se construit et la culture démocratique, on n'arrête pas de l'acquérir. Oui, mais non, c'est-à-dire que cela veut dire ceci, que finalement, le discours de Trump, ce n'est que du divertissement. Parce que quelque chose qu'il a dit, si je suis élu, je reconnaîtrai les résultats. Si je ne suis pas élu, je vous laisse dans le suspense, je ne vous dirai pas ce que je vais faire. Finalement, le jour où les résultats seront proclamés, à moins que la marge, l'écart entre Hillary Clinton et Donald Trump, quel que soit par ailleurs celui qui va emporter l'élection, à moins que cet écart-là soit tenu, il ne s'agira pas de recompter des voix. On ne fera pas, par exemple, ce que Ping a demandé, par exemple, au Gabon. Ça, c'est exclu. Recompter les voix, ce qui a failli se passer entre Al Gore et Bush fils. Mais vous voyez comment ça marche aux États-Unis. Finalement, Al Gore a dit c'est pas la peine de continuer. Voilà, McCain aussi, dans sa campagne, avait une situation un peu confuse comme ça, mais il a été le premier à dire arrêtons cela. Mon adversaire est le président des États-Unis et je le salue comme le président des États-Unis d'Amérique. C'est ce qui s'est passé aussi entre Hillary Clinton et Barack Obama quand il briguait l'investiture démocrate pour la première fois que Barack Obama était candidat, parce qu'il n'était pas le seul à être nominé. Il y avait aussi Hillary. Quand Hillary s'est rendu compte que bon, peut-être que le Parti républicain penchait davantage du côté de Barack Obama que de son côté, elle n'a pas voulu qu'on continue l'élection. Ou le décompte des voix, elle a arrêté tout de suite en disant je concède la victoire à Barack Obama. Donc ce genre de choses-là, ce n'est pas habituel dans la démocratie américaine, et malgré ce que dit Donald Trump, ça m'étonnerait fort que, parce que si Donald Trump perdait, parce qu'il dirait je ne suis pas d'accord, que les gens recompteraient. Lors du dîner traditionnel du diocèse de New York, où il était juste question que les candidats fassent une blague autour d'eux-mêmes pour détendre ne serait-ce que l'atmosphère, Donald Trump n'a pas manqué d'attaquer une fois de plus sa rivale. Après, bien entendu, qu'il ait fait une très bonne blague qui a ému tout le monde. Il a notamment dit que Hillary Clinton pense qu'en public, on peut tromper les gens, tenir un discours et en privé fait autre chose. Et surtout, il dit, elle est ici parmi nous ce soir, elle fait semblant, tout comme si elle ne détestait pas les catholiques, tout comme si, pour faire perdre l'électorat catholique à sa rivale. Peut-être pour le premier débat, ils se sont serré la main. Le deuxième, ils ont évité de se serrer la main. Ils se sont touchés à la fin du débat. Le troisième débat aussi, ils ont refusé de se serrer la main. Enfin, ils ont refusé. Je crois que dans une situation comme ça, quand même, c'est peut-être le monsieur qui devrait aller vers la dame. Il n'appartient pas à une dame d'aller vers un monsieur. Donald ne l'a pas fait. Mais bon, il faut dire que ce dîner-là a été une petite bouffée d'air pur, malgré les boutades, si vous voulez, de mauvais ton de Donald Trump. Ils ont fait des blagues quand même qui ont fait rire tout le monde, et puis l'atmosphère était un peu plus décantée que dans les débats et les autres discours, et aussi quelque chose d'important, c'est par rapport à ce dîner-là qu'il a dit quand même que bon, finalement, si on donne les résultats, même si je suis battu, je reconnaîtrai quand même. Donc l'atmosphère a été un peu plus
si vous voulez, légère, moins tendue que dans les débats qui ont précédé ce dîner-là, qui est une œuvre de charité pour les enfants défavorisés et qu'ils ont organisé effectivement avec l'Église. Alors, comment analysez-vous la prégnance de la Russie dans la campagne et le rôle que peut jouer Vladimir Poutine sur l'issue du scrutin? Il faut dire que les relations avec la Russie actuellement, avec ce qui se développe en Irak et surtout chez Assad, c'est une situation qui est un peu tendue entre les États-Unis et la Russie. Il faut y ajouter le fait que le siège du Parti démocrate, leur système informatique a été piraté et les gens ont accusé la Russie d'avoir fait ça et tout de suite en disant que, bon, finalement, les Russes seraient heureux si Donald Trump était élu président. Donald Trump lui-même qui montre de l'admiration pour Poutine et Hillary Clinton qui se positionne en tant que l'alter ego, non seulement l'alter ego de Poutine, mais celle qui peut remettre Poutine en cause. Tout cela ensemble fait que, bon, on semble faire jouer à la Russie un rôle dans le système, dans le processus électoral américain, ce qui a fait que, bon, finalement, leur ministre des Affaires étrangères a dit oui, mais on nous jette des fleurs là, on ne peut pas s'immiscer dans le système, dans le processus électoral américain, mais apparemment là, il y a une situation qui fait que les amis de Hillary Clinton auront vite fait d'accuser Donald Trump de pro-russe. Or, dans l'histoire politique, l'histoire économique ou l'histoire tout court des États-Unis, les relations avec l'Union soviétique n'ont jamais été très bonnes. Vous vous rappelez les Khrouchtchev et tout ça, la baie des cochons à Cuba. C'est une histoire qui a été toujours une histoire qui s'est approchée finalement d'une conflagration ou d'une situation de guerre entre les deux pays. Ils ont toujours réussi à éviter ça de justesse, mais ça n'a jamais été le tendre amour entre l'Union soviétique, la Russie et les États-Unis. Ousmane Sène, je rappelle que vous êtes enseignant à l'Université de Dakar et spécialiste de la littérature et de la civilisation américaine. Et nous allons continuer avec les États-Unis. Est-ce que le discours de Donald Trump fait écho à celui de Marine Le Pen en France qui dit qu'une fois élue présidente, elle va renvoyer les émigrés chez eux, même les réfugiés qui ont fui la guerre, et elle va limiter l'arrivée d'étrangers en France? Oui, je sais que Marine Le Pen a dit que Hillary Clinton était la plus mauvaise chose qui puisse arriver aux Amériques et aux États-Unis et que ça aurait été une catastrophe si elle était élue. Mais même si peut-être le discours, il peut y avoir des interférences quelque part, je dois dire que c'est des acteurs politiques qui ne se connaissent certainement pas. Je crois que si vous demandiez à Trump de vous dire qui est Jean-Marie Le Pen ou qui est sa fille Marine Le Pen, il aurait beaucoup de peine à vous les décrire. Je me demande même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Bon, il y a là un discours nationaliste qui n'est pas la meilleure des choses en ce XXIe siècle, mais bon, je ne prendrai pas Donald Trump comme Jean-Marie Le Pen. Je crois que tous les deux ont un discours cassant et agaçant, peut-être des fois, mais c'est deux personnalités un peu différentes. Alors, les journalistes insultés et crachés dessus par les partisans de Trump, et même sa garde qui n'hésite même pas à molester certains au point où certains journalistes engagent des agents de sécurité. Est-ce que c'est un signe de désespoir pour Donald Trump? Désespoir? Non, non, non. Regardez-le, il n'est pas désespéré. Il peut peut-être se dire, il se peut que je perde, mais il n'est pas désespéré. Je crois que c'est... Bon, mais écoutez, c'est quand même beaucoup de gens qui se ressemblent. Qu'il y ait des incidents de cette nature-là, ce n'est pas à exclure. Mais il est vrai aussi qu'il a attaqué les journalistes et qu'il dit que les journalistes sont en train d'orienter cette campagne électorale dans un sens favorable à Hillary Clinton. Mais bon, enfin, il y a quand même deux journaux extrêmement importants, le Washington Post et le New York Tribune, je crois, qui ont dit qu'ils sont favorables à Hillary Clinton. Ce n'est pas pour lui plaire. Ce n'est pas pour lui plaire, et c'est des journaux aussi qui ont sorti certaines photos ou certains passages où il dit des choses qui ne sont pas amènes et charitables pour les femmes. Bon, et c'est aussi des stations de télévision qui font des sondages et qui montrent que, bon, il est dépassé. CNN en particulier n'a fait aucun sondage.
favorable récemment à Donald Trump, bon, c'est de nature à l'irriter, à le pousser à dire des choses qui ne sont pas très tendres pour les journalistes. Vous pensez que ça sera votre dernière question, je crois. Vous pensez que dans une certaine mesure, les médias ont essayé plus ou moins d'aider Hillary? Oui, mais la neutralité en matière de journalisme, ce n'est jamais total. On ne peut, la neutralité en matière de journalisme, et surtout quand il s'agit de politique, ce n'est jamais total. Ce n'est jamais total, mais je dois dire que quand même, dans ces débats-là, je n'ai vu aucun journaliste chargé de mener les débats qui a eu une attitude hostile exprès à Trump ou trop favorable à Hillary Clinton. Je crois qu'ils ont essayé de jouer la neutralité, ce qui ne veut pas dire qu'en tant qu'individu, en tant que personne, ils sont neutres, mais le jeu, c'était de donner la parole à chacun des candidats, de les pousser à répondre aux mêmes questions, et je crois qu'ils l'ont fait de manière professionnelle. Maintenant, quand l'on pose des questions qui embarrassent, ça peut exister. Donald Trump n'aime pas ça, mais il y a d'autres présidents. Ablaïwad n'aimait pas qu'on l'embarrasse avec certaines questions. Hein? Voilà, donc c'est ça le journalisme. Vous essayez de sortir la vérité de la bouche et du nez des candidats et de ceux que vous interviewez. C'est normal que vous soyez un peu... Hillary, présidente le 8 novembre de la toute-puissante Amérique, qu'est-ce que ça représente pour le symbole? Oui, mais ce serait encore une avancée de la démocratie américaine, parce que les gens sont beaucoup plaints du fait que même si l'Amérique est la première démocratie au monde et la première puissance, la femme n'est pas véritablement là où elle devrait être, et que, bon, même les gens se posent la question, les gens sont tellement habitués à avoir une femme présidente des États-Unis, c'est-à-dire épouse de président, que l'expression First Lady, la première dame, ça passe très bien. Mais maintenant, si vous aviez Hillary Clinton qui devient présidente des États-Unis, qui serait First Lady? Vous voyez, donc même le discours traduit la réalité. On a bien une expression pour la première dame, c'est-à-dire la femme du président. Mais compte tenu de l'histoire de ce pays-là, il n'y a jamais eu de dame présidente. On ne sait pas ce qu'on va faire de Bill Clinton quand Hillary, sa femme, est présidente. You know? Donc, First Lady, ça passe, ça va, il n'y a pas de problème. First Man ou First Gentleman, je ne sais pas comment on va l'appeler. Alors, pour Donald Trump, c'est l'Amérique aux Américains. Les migrants, ce sont des envahisseurs. Les musulmans, ce sont des terroristes. Un président dangereux au-delà des États-Unis? Oui, mais bon, un président américain, quand même, il a beaucoup de puissance, mais il a très peu. Mais des fois aussi, peut-être que je dirais que, bon, un président africain a plus de puissance qu'un président américain. Il est institutionnellement entouré. Et il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Je crois que c'est peut-être un discours de campagne. Les Américains frustrés, les Américains qui n'ont pas de travail, les Américains qui peuvent croire que c'est les étrangers qui leur ont volé leur job, encore que ça c'est plus exacerbé en Europe qu'aux États-Unis. N'oubliez quand même pas que le discours de John Fitzgerald Kennedy, We are a nation of immigrants. L'Amérique, c'est l'immigration qui a fait l'Amérique. L'émigration des Européens, l'émigration forcée des esclaves et encore les nouvelles vagues d'émigration, et cette émigration-là aussi qui rajeunit la population américaine. Je crois que ça peut arriver à un moment où effectivement l'émigration devient un poids, parce que si vous avez trop de monde qui est là et qui n'a pas de travail, c'est un fardeau pour les coffres de l'État. Mais je crois que, bon, voilà le pays qui attaque le moins les immigrants, et voilà le pays qui est disposé à finalement accepter le plus facilement les émigrés. Ceux qui sont là-bas, qui sont installés pendant un certain temps et qui cherchent des papiers américains, ils l'ont beaucoup plus facilement d'habitude que dans certains pays occidentaux que nous connaissons. Donc je crois que cette Amérique tolérante, cette Amérique qui est terre d'accueil, cette Amérique où on peut se refaire, où on peut se faire une vie, elle existe toujours, même si les conditions d'avant ne sont plus les mêmes. Je le dis souvent à mes étudiants, je leur dis que dans les années 80, tous les étudiants, par exemple, du département d'anglais qui sont allés aux États-Unis, mais se sont installés et sont bien placés et ont de bons jobs et envoient de l'argent à leur famille. Maintenant, il est beaucoup plus difficile de le faire parce que le 11 septembre est passé par là. Et on ne peut pas reprocher non plus aux Américains de se sentir un peu frileux parce que le 11 septembre, ça arrive à une nation, c'est quand même quelque chose de très grave.
Ce n'est même pas contre les Américains seulement, c'est une menace pour tout le monde. Donc, comprenons que aussi des fois, ils peuvent être frileux parce qu'ils sentent que d'autres personnes sont prêtes à les attaquer, mais comprenons quand même qu'il y a aussi un héritage qui est là et que Donald Trump ne pourra pas gommer. Même s'il était président, il y a un héritage qu'il ne pourra pas gommer. Et de ce point de vue-là, je crois que l'Amérique a toujours un rôle à jouer dans le monde, pas un rôle d'impérialiste, mais le rôle de l'Amérique représenté de belle façon par, si vous voulez, la personne et la personnalité de Barack Obama, aussi bien dans son approche politique que dans ce qu'il représente de symbolique de l'Amérique par rapport au reste du monde. Professeur Ousmane Sène, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre Ouest africain de recherche WARC où nous sommes et enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste de la littérature et de la civilisation américaine. Je vous remercie. Un mot sur le WARC. Est-ce qu'au WARC, on a juste des chercheurs qui cherchent ou bien des chercheurs qui trouvent? Les chercheurs, je crois, trouvent dans l'ensemble puisqu'ils écrivent des livres. J'en ai reçu un l'autre jour là, de la part d'un chercheur américain. C'est des chercheurs qui nous viennent de partout dans le monde, en particulier des universités américaines. En plus de ça, nous sommes impliqués dans la mise en œuvre du grand projet de Barack Obama qui s'appelle YALI, Young African Leaders Initiative. C'est un groupe, chaque année, des centaines et des centaines de jeunes Africains qui vont aux États-Unis, qui passent 6 semaines pour avoir un renforcement des capacités, mais YALI, c'est aussi tous ces jeunes Africains qu'on va former en Afrique du Sud, au Kenya, au Ghana et au Sénégal. Par exemple, pour le cas du Sénégal, du centre qui est installé au Sénégal et qui s'occupe de l'Afrique francophone et de l'Afrique lusophone, sur une période de 4 ans, on aura formé 8000 jeunes leaders africains pour qu'ils soient encore plus performants et que le développement de l'Afrique soit quelque chose qui soit encore plus proche. Voilà, c'est des choses dont s'occupe le WARC et je vous remercie d'être venu. Merci professeur.